Carl de Souza, vous signez un nouveau roman aux éditions de l'Olivier, L'année des cyclones. Quand et comment vous est venue l'idée d'écrire votre 6e roman? Je dois dire que la première idée m'atteint alors que j'étais au milieu d'un de mes carocans du Nord, à Piton, Mont-Piton exactement, où j'apprends par la radio l'attentat de Charlie Hebdo. Je dois dire qu'un des dessinateurs de mon enfance se trouvait à travailler pour Charlie Hebdo à un moment et que mes premières bandes dessinées se lisaient dans des magazines féminins de mode que recevait ma mère à l'époque et que je reçois ceci comme un très grand choc. Loin de moi l'idée de faire un roman à ce moment précis. Et puis est arrivée une photo. Bien souvent, mes romans partent de photos. Certainement pour le roman Ce qu'on jette à la mer, qui est parti d'une photo prise dans le port. Alors une photo de famille où je vois devant la caméra du photographe une famille lors d'une fête, la dernière fête qui est organisée à la maison familiale à Mont-Piton, parce que mon père est né à Mont-Piton, mon grand-père, mon arrière-grand-père aussi, et donc c'est une histoire qui est assez riche, en même temps douloureuse pour certains, et je commence cette saga qui va prendre des dimensions auxquelles je ne m'attendais pas du tout au départ. Bien entendu, cette saga durant pratiquement la moitié d'un siècle, commençant vers 1925 et se terminant vers 1975, ou même plus, 3/4 d'un siècle, couvre l'histoire de Maurice, se juxtapose à l'histoire de Maurice, la Deuxième Guerre mondiale, l'indépendance et bien d'autres faits qui m'ont affecté moi-même durant ma vie et qui ont affecté les Mauriciens durant ce siècle, ce XXe siècle. C'est aussi une occasion de rencontre avec toute une partie de la population qui est la partie du nord de l'île. On a l'impression qu'en parlant du nord de l'île, que c'est le grand nord, alors que nous sommes bien dans les tropiques, et qu'il fait probablement plus chaud qu'ailleurs, mais c'est un écosystème en lui-même qui est isolé par la chaîne de montagnes de Port-Louis, Moka-Port-Louis, et aussi par les difficultés à l'époque qui étaient surmontées par les lignes de chemin de fer, etc. Donc c'est une population relativement isolée. Quelle est l'intrigue de l'année des cyclones? C'est une histoire familiale, celle des Roselles. Je lis sur la couverture de 2. Cette année-là, la maison des Roselles a résisté au passage dévastateur des cyclones, mais ses occupants ne s'en sont pas remis. Alors, les cyclones constituent un axe peut-être central de l'histoire. C'est là où on bascule d'une génération à l'autre, parce que l'histoire commence bien avant. Bien entendu, dans l'histoire mauricienne, on disait que les cyclones, c'était tous les 15 ans. À l'époque. Aujourd'hui, avec le chambardement climatique, on se demande si c'est toujours vrai. Mais le fait est que cette famille est installée dans le Nord, vit comme beaucoup de familles mauriciennes, des relations très complexes avec les autres composantes de la population. Ce sont des gens qui sont habitués à leur style de vie, qui ont transmis leur savoir d'une génération à l'autre, jusqu'à ce qu'une des filles tombe amoureuse. Et cet amour va faire que toute la famille reprendra toute une nouvelle orientation, plus ou moins dramatique.
Alors, bien souvent, quand les gens ont lu ce livre, ils m'ont demandé, ils ont essayé de reconnaître les membres de ma famille, essayer d'identifier au personnage. C'est vrai qu'un roman est toujours un peu biographique. On ne part jamais de rien. Ce sont des faits qui ont émaillé l'histoire de ma famille. Mais l'écrivain a la liberté, le propre, de recréer son histoire, de prendre des faits qui sont des amours déçus, qui sont des mortalités, qui sont des deuils, et de les recoudre, de faire un patchwork à sa façon. Et je crois que ce serait un petit peu vain d'essayer de retrouver des caractères, et même mes proches, ceux de ma famille, ne s'y retrouvent pas du tout. Mais en même temps, je dirais qu'un roman, c'est peut-être la façon la plus vraie, peut-être ma manière la plus onirique, donc qui va chercher au plus profond de soi de dire sa propre vérité, sinon sa réalité. Carlo, comme vous venez de le dire, la part autobiographique est importante dans vos romans. Je rappelle que vous étiez champion national de badminton et que dans En chute libre, il est beaucoup question de badminton. Et dans l'année des cyclones, les Roselles vivent à Piton, où vous habitez en ce moment. Alors, la part autobiographique de ce roman est importante. Mon père a été un personnage central de toute mon enfance. C'était un faux flic dans le sens que c'était un officier de police et donc nous avons connu avec lui ou grâce à lui de nombreux déménagements et de nombreuses maisons, dont Rodrigue et dont une maison à Piton qui n'était pas la maison familiale, je précise. Alors, ce personnage ressemblait étonnamment à mon personnage principal, qui est le Roselle qui parcourt les champs de Cannes, mais très très vite s'est séparé du personnage qu'il avait inspiré, c'est-à-dire mon père. Alors, la musique, c'était une partie de l'histoire de la famille. Il y a toujours eu des pianos à la maison et il y a toujours eu des personnes qui s'amusaient au piano, certaines prenant des leçons et le faisant très académiquement, et d'autres improvisant. Ça, c'est une partie. L'autre partie, c'est l'école primaire de Piton, qui a été, dans les 8 écoles primaires que j'ai connues, probablement la meilleure. C'est là où je suis devenu biologiste, parce que c'est là où j'étais en retard sur les gamins de mon âge, qui, eux, étaient déjà de petits laboureurs aguerris, et étaient capables de planter, de récolter, de semer. Et j'ai appris sur le tas, là-bas, j'ai pris le goût de la nature. Donc, les champs de Cannes, la culture, le goût des plantes, la musique, tout ceci fait partie de mon histoire personnelle. Carlo, je constate que vous vous intéressez à des événements qui bouleversent l'ordre habituel des choses. Le glissement de terrain dans la maison qui marchait vers le large et maintenant les cyclones dans l'année des cyclones. Il est vrai que Maurice étant exposé aux cyclones, il n'est guère étonnant de les retrouver en littérature. Oui, dans un certain sens, je suis un faux journaliste, dans le sens que les événements m'interpellent. Je crois avoir parlé de la maison qui marchait vers le large le jour où un de mes élèves était revenu bouleversé des vacances en disant que sa maison avait bougé. Et puis pour les cyclones, certainement, je pense que le déchaînement des éléments fait que les gens se retrouvent et retrouvent un peu d'humilité et retrouvent un peu de rapport humain. Certainement que ceci joue beaucoup dans ma façon de voir les choses. Une vie calme, oui, peut m'inspirer, mais moins qu'un événement comme celui-là. Donc, dans un certain sens aussi, ce sont des déclencheurs pour moi personnellement. Ce sont des choses qui me font sortir de mon ronronnement habituel et d'une certaine paresse pour m'éveiller à des problèmes sociaux, parce que mes romans sont essentiellement des problèmes sociologiques et des rapports humains. Je crois que ceci est tout à fait bien observé et que les événements qui frappent notre vie mauricienne, qu'on a tendance à un peu réduire à une carte postale pour touristes, alors que la nouvelle génération d'écrivains voit les choses autrement.
tourne le dos à notre mère, aussi belle soit-elle, pour regarder l'intérieur du pays où ça fourmille, où ça bouillonne et où il y a des tas de choses qui se passent. La dernière question, Carlo, c'est une question que j'aime poser à des auteurs invités ici. Que diriez-vous à un jeune pour l'inciter à lire? Je dirais à un jeune ce qu'un des profs du Collège du Saint-Esprit où j'ai beaucoup enseigné disait à tous ces jeunes, lisez ce qui vous amuse. Et je crois aussi au commandement de Daniel Pénac qui disait comment prendre un livre, comment le jeter, ou peut-être même le jeter à la tête de ceux que vous aimez moins, pour dire que commencez à lire. Prenez ce qui vous amuse, prenez ce qui vous intéresse, prenez des séries, regardez, habituez-vous à la langue et à la façon d'écrire, et puis les choses viendront toutes seules. Je crois que, par exemple, étudier, au Collège Royal, on m'a pratiquement forcé à faire de la versification à un moment donné. Il n'y a rien de tel pour vous dégoûter de la poésie. Et les vers libres, je les ai découverts bien sur le tard. Et la littérature m'est parvenue par un prof de maths qui m'a filé un livre, un novel anglais à l'époque, et pour lui faire plaisir uniquement, je l'ai terminé et j'ai lu par la suite. Alors, le livre, c'est The Quiet American de Graham Greene, et j'ai lu par la suite tous les livres de Graham Greene, et puis tous les livres de Maurice West, et je suis devenu un lecteur régulier. Je crois qu'il n'y a pas de méthode autre que le plaisir de voir que la chose écrite peut vous amener à autre chose et puis peut vous faire devenir, disons, un meilleur humain. Arnaud Campouran, vous avez fait paraître récemment Essai d'un bob africain, Histoires des Pea and Bob africains de François Chrétien, paru en 1822. Alors, qui était François Chrétien? François Chrétien est un Mauricien qui vit à Maurice à l'époque de l'esclavage. C'est un fonctionnaire, c'est un commissaire civil et il passe également ses temps libres à publier des textes en français, des poèmes, mais il se passionne aussi pour la langue qui a pris naissance dans son pays, le créole mauricien. Et il surprend les gens en arrivant à traduire des textes classiques en français, qui étaient très connus en France, à savoir les fables de La Fontaine, mais aussi les textes de parodie du chansonnier Pierre-Jean de Béranger et d'un autre fabuliste. Et il arrive à les mettre en créole mauricien en 1822, c'est-à-dire qu'il arrive à démontrer qu'à cette époque déjà, le créole avait déjà connu un développement suffisant pour pouvoir exprimer le contenu de ce que certains textes classiques pouvaient exprimer en France. Donc c'est un grand Mauricien. Quand on célèbre nos 50 ans d'indépendance, il est bon de rappeler quelques grands noms de l'histoire de notre pays. Et pour moi, qui suis créoliste, linguiste, passionné de langue créole, je considère que François Chrétien, peut-être pas le père de la littérature, mais en tout cas, quand on parle de littérature imprimée, c'est définitivement lui le premier. Ce n'est pas seulement le premier texte littéraire en créole mauricien imprimé, mais c'est aussi le premier texte imprimé dans l'océan Indien et l'un des 4 premiers textes publiés au monde. Donc l'ouvrage Essai d'un bob africain, publié en 1822, est pour moi une œuvre fondamentale dans l'histoire de la langue créole, dans l'histoire des langues créoles, dans l'histoire de notre pays. Et donc oui, il était nécessaire pour moi, pour nous, 50 ans d'indépendance, de rendre hommage à cet homme. Arnaud, lors du lancement de Essai d'un bob africain, Histoires des Pea and Bob africains, ici même, au NSI Park Hotel, vous avez donné plusieurs raisons pour lesquelles la publication de ce livre est importante. Quelles sont-elles? J'avais dit qu'il y avait 5 raisons. La première, pour moi, c'était historique. La deuxième, elle était d'ordre scientifique. Et puis, elle était d'ordre pédagogique. Et puis, j'avais terminé en disant sur le plan culturel et politique.
Alors, première raison historique, je viens de le dire, c'est le tout premier texte en créole mauricien. Beaucoup de Mauriciens pensent, à tort, que c'est au XXe siècle qu'on a commencé à s'intéresser à l'écriture littéraire en créole, et c'était une occasion de prouver, par un document qui existait, que au temps de l'esclavage, au moment où notre société était toujours divisée dans une logique raciale, blanc-noir, la langue construite par des Noirs était déjà utilisée par des Blancs à des fins littéraires. C'était historiquement parlant important de le signaler. Deuxième, scientifiquement, beaucoup de Mauriciens l'ignorent, la créolistique a pris naissance au XIXe siècle. Hugo Schirard est considéré comme le père de la créolistique. Il s'est intéressé à ce texte. Il correspondait avec Charles Bessac dans les années 1880 et il a cherché pendant longtemps à avoir accès à ce texte qui l'a aidé à construire sa théorie sur les études créoles. Et donc, ça, c'est d'ordre scientifique. Le côté pédagogique, pour moi, était évident. Le créole mauricien est enseigné aujourd'hui dans les écoles primaires, au collège, à l'université. La possibilité de proposer au public mauricien une version en créole d'origine, 1822, mais aussi une version en créole d'aujourd'hui, avec l'orthographe d'aujourd'hui, mais aussi en adaptant les textes de Chrétien au créole d'aujourd'hui, nous permettait de mesurer le degré d'évolution de notre langue en 2 siècles, puisque dans 4 ans, Essai d'un Bob africain aura 200 ans d'existence. Et donc, pouvoir mesurer cette langue dans son évolution, dans sa richesse. Les 2 derniers points culturels, je disais que chaque langue est aussi le reflet d'une culture, d'une manière de penser, d'une manière de regarder le monde, d'une manière d'être en relation avec l'autre. Et c'est important en comparant le créole de 1822, où nous étions encore en société esclavagiste, coloniale, et aujourd'hui, 50 ans après notre indépendance, de mesurer ce que sur le plan culturel, au sens large du terme, comment notre vision du monde a changé, et comparer les 2 versions, François Chrétien et notre version, permet de mesurer ce degré d'évolution culturelle. Enfin, pour moi, c'était d'ordre politique. Insister sur le fait que Chrétien était un blanc, un colon, et qu'il utilisait le créole, une langue inventée, construite par les Noirs pour des raisons liées à l'esclavage, donnait déjà une indication que cette langue avait déjà la valeur de lingua franca à cette époque. Et c'est une valeur que cette langue a conservée jusqu'à aujourd'hui, et c'est ce qui nous permet de dire que c'est un facteur d'unité. Et statistiquement, étant donné que c'est la langue parlée par plus de 90% de la population de Maurice, et c'est aussi la seule langue à avoir pris racine à Maurice, à avoir pris naissance, qualifie cette langue comme étant notre langue nationale. Et il me semblait pertinent, 50 ans après notre indépendance, de rendre hommage à cette langue qui nous permet d'être unis comme un seul peuple et de lui donner sa valeur, sa reconnaissance de langue nationale. Arnaud, je me souviens lorsque vous étiez venu présenter le dictionnaire créole mauricien, je vous avais posé la dernière question en créole. On va en faire de même. Alors, me constater qu'il y a une publication en créole, un livre en créole un peu rare. Et alors qui créole il fait l'entrée à l'école primaire et maintenant à l'école secondaire. Qui vous pensez en tant que président Creole Speaking Union? On constate ça avec tristesse qui, malgré la reconnaissance officielle par l'État du créole depuis 2011 sur orthographe, malgré son introduction dans l'école, malgré le fait qu'il y ait un sujet d'études à l'université, pas donne suffisamment moyen à les Mauriciens qui ont envie d'écrire pour écrire. Et le Creole Speaking Union, ayant sa responsabilité là-dedans en tant que président, moi, Simli, nous payons les ressources suffisamment pour encourager le maximum du monde, nous besoin encore plus de ressources. Je considère qu'un éditeur privé fait des efforts, mais je comprends qu'un éditeur, il n'est pas pour mettre sur l'argent dans une publication, s'il n'est pas ciel, il rentre dans ce frais. En revanche, l'État, il a probablement un devoir à faire, et le Creole Speaking Union tout seul, pas suffit. C'est pourquoi je lance un appel au Premier ministre, ici même, je dire que nous finissons trois étapes importantes dans le développement de langue créole, ça 10 dernières années là,
avec Comité Graphie L'Harmonie, il y a une première forme de graphie harmonisée, c'est qui permet de dictionnaire créole mauricien exister, un programme Prévoc-Bec exister, cours créole dans l'université. Nous avons une deuxième étape fondamentale avec création académique créole mauricien en 2010, c'est qui permet de créole rentrer dans l'école primaire. Maintenant que créole rentre dans le collège, nous arrivons à l'autre étape. Quand nous avons encore plus moyens, et moi, je invité qui nous avons une instance comme Académie créole mauricien, renommée Académie créole République Maurice, parce qu'il est nécessaire d'intégrer Rodrigue, Chagos, en particulier dans ce moment, quand nous payons Chagos, pour faire inclure tout le monde, mais donne surtout des moyens, encourage le monde, pas forcément sous forme de concours. Si on a une publication, approche-nous, nous pour donner un coup de main pour publier. Bizarre que l'État fait beaucoup plus que ce qu'il peut faire. FIESIS, le Creole Speaking Union, pas possible. Et il y a beaucoup de volonté, beaucoup de monde intéressé pour écrire. Nous besoin d'un soutien des fonds publics, beaucoup plus, 10 fois plus au moins pour qu'ils nous rendent vraiment hommage à langue là, mais surtout nous rendent service à notre propre pays. Yannick Bosquet, le numéro 12 de Cahiers internationaux de sociolinguistique est consacré à Maurice. Pourriez-vous nous le présenter brièvement? Les Cahiers internationaux de sociolinguistique sont une revue internationale publiée chez la maison d'édition L'Harmattan et qui s'intéresse à la question des langues, à la question de la vie sociale des langues. Quand on parle de sociolinguistique, justement, on parle de cette vie sociale des langues et des relations qu'on peut faire entre langue et société. Donc ce numéro, cette revue est publiée à raison d'à peu près 2 numéros par an. Et donc dans ce numéro 12 est consacré uniquement, intégralement à la sociolinguistique mauricienne. Alors peut-être pour vous dire un petit peu l'historique qu'il y a autour de ce numéro. Donc c'est un projet qui date de 2015, à la suite de ma propre soutenance de thèse en 2015. Donc c'est un chercheur, notamment Didier de Robilla, qui fait partie des éditeurs de ce numéro spécial, propose justement de faire un bilan un petit peu de l'étude de la sociolinguistique à Maurice. Quel est le bilan? Qu'est-ce qu'on a comme particularité sociolinguistique scientifique à Maurice et vers quel bilan, quelle perspective est-ce qu'on se dirige? Donc pendant à peu près 2 ans, nous avons travaillé sur ce numéro, donc la procédure classique, appel à proposition internationale, donc on a reçu à peu près 16 propositions. On en a retenu 12 et donc dans ce numéro final, il y a donc 12 articles qui sont présentés d'une dizaine de chercheurs à peu près, des chercheurs locaux, internationaux aussi, pas nécessairement des chercheurs mauriciens, mais qui se sont intéressés, qui s'intéressent toujours à la situation des langues à Maurice. Yannick, qu'est-ce qu'il y a dans ces cahiers internationaux de sociolinguistique? Je rappelle que la sociolinguistique, c'est l'étude des rapports entre les langues et la société. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre susceptible d'intéresser le grand public? Le grand public, je pense qu'il y a une multitude de choses qui pourraient intéresser le grand public. C'est un numéro qui est consacré spécifiquement à Maurice, mais qui propose justement des angles, des entrées différentes, des approches différentes sur la situation des langues à Maurice. Par exemple, il y a toute une dimension un peu, on va dire, historique sur l'origine de la créolistique mauricienne, des études créoles à Maurice. Donc, par exemple, il y a un article qui est consacré à Charles Bessac, qui a été le premier à faire une étude scientifique du créole mauricien. Il faut savoir que cette étude a été primée, a reçu une mention à l'Académie française au XIXe siècle. Donc il y a un article qui est consacré à ça, toujours dans la dimension historique. Il y a un auteur qui s'appelle Peter Stein, qui est d'origine allemande, qui s'est beaucoup intéressé à la situation des langues à Maurice. Lui propose un peu une rétrospective dans l'histoire des langues sur 40 ans. Donc, pendant ces 40 années qu'il a étudié les langues à Maurice, quel est un petit peu son témoignage en tant que chercheur externe à la situation des langues et justement le regard un peu historique, critique qu'il jette sur l'évolution des langues à Maurice. Et puis, il y a des choses beaucoup plus contemporaines, j'ai envie de dire, par exemple, qui va concerner ce qu'on appelle la communication médiée par ordinateur, donc tout ce qui va être SMS, chat, etc. Et un article qui s'intéresse à ça et qui montre en fait comment
aujourd'hui, les jeunes, avec leur pratique de communication sur les réseaux sociaux, ils vont beaucoup dans les pratiques plurilingues, dans le mélange de langues. Alors souvent, ce mélange de langues peut être un peu décrié par l'école. Il faut parler un français pur, un bon français, un bon anglais standard. Mais là, les réseaux sociaux sont une plateforme d'expression pour les jeunes où, à travers le mélange de langues, ils peuvent affirmer un petit peu leur identité. D'autres articles, quelques articles aussi sur la question du multilinguisme et du plurilinguisme à Maurice. Donc, par exemple, un article sur l'évolution des langues dans l'espace géographique mauricien, à travers un petit peu, toujours ce regard un petit peu historique, comment à partir des données des recensements des années 1990, on voit comment le français, qui était essentiellement une langue qu'on pouvait retrouver en région urbaine, hein, c'est un constat qui a été fait dans les années 80-90, comment progressivement, avec le développement foncier et immobilier qu'il y a dans l'île, mais aussi avec la question de la mobilité sociale, comment aujourd'hui le français devient un petit peu une langue rurale, mais une langue rurale un petit peu de prestige. Donc voilà, il y a plusieurs entrées. Il y a aussi des articles qui ont une touche beaucoup plus pédagogique, je dirais, en termes de politique linguistique dans le système éducatif mauricien. Il y a aussi un article qui touche à la question des manuels scolaires et de certaines perspectives qui sont adoptées, la perspective spéciste notamment adoptée dans les manuels scolaires. Yannick, ce numéro 12 des cahiers internationaux de sociolinguistique ne comprend évidemment pas toutes les recherches sociolinguistiques faites à Maurice. Tout à fait, tout à fait. Donc déjà, à la base, il y a une sélection, bien évidemment, il y a un appel à communication, il y a une sélection, bien évidemment, et ce ne sont pas tous les linguistes, sociolinguistes qui étudient la question des langues qui ont nécessairement répondu à l'appel. Mais on va dire que l'intérêt de cet ouvrage-là est de poser un petit peu un bilan. Bien sûr, c'est un regard sélectif, mais en même temps, au bout de 50 ans d'indépendance, l'Université de Maurice a célébré l'année dernière ses 50 ans d'existence, donc au bout de 50 ans de recherche sur la question des langues, quel bilan est-ce qu'on peut poser et quelle perspective est-ce qu'on peut proposer ?